Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Le Vidéorandia vous parvient directement de Mont-Saint-Hilaire. Ici, nous sommes dans le quartier UP, en flanc de montagne. Pour le Vidéorandia du samedi 22 mai 2021, Vidéorandia numéro 21. On voit au loin les lumières du nouveau pont Champlain, Samuel de Champlain, à quelques 35 km en direct de Mont-Saint-Hilaire. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. Chris Esson, ingénieur, chercheur intuitif et auteur. Il nous accorde encore plus d'une heure dans le club créé pour les abonnés du mois de mai, sur le thème « L'éther », selon Nikola Tesla et la science moderne. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible. Premier commentaire épinglé au-dessus de tous les commentaires ici sous le Vidéorandia. Et c'est gratuit et c'est indispensable, toute l'information qu'on retrouve dans les compléments surprenants à chaque semaine. À la régie, Spirale, concepteur du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne émission. Nous sommes en compagnie de deux spécialistes. Dans un des cas, c'est mon fils Emmanuel, qui est à la tête d'une organisation qu'on appelle un start-up. En français, je pense que c'est une entreprise en démarrage. Et puis avec M. Chris Esson, directement de France, qui lui est un grand spécialiste. Et je peux vous dire que je suis tombé sur le dos lorsque j'ai lu dans le magazine Top Secret. On trouve dans ce magazine-là plein d'informations en rapport avec soit le phénomène extraterrestre, soit la médecine douce, soit aussi la science. Et dans le cas présent, il s'agit de la physique de Nikola Tesla, un article extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et le magazine actuellement est en vente dans les kiosques à journaux ici au Québec. C'est le numéro 110. Dépêchez-vous parce qu'ils partent comme des petits pains. Et c'est un article écrit par M. Chris Esson qui est avec nous. Et c'est l'article le mieux construit que j'ai vu à date pour aborder le phénomène dont on parlait la semaine dernière avec Bernard de Montréal, l'éther. Alors, on les accueille immédiatement les deux en même temps. Bonjour tous les deux. Chris Esson, bienvenue. Merci, bonjour au Québec. À quel endroit êtes-vous en France présentement? Je suis près de Paris, à 30 km au sud de Paris. Et mon Emmanuel, qui lui est à Montréal. C'est bien ça, Emmanuel? Oui, à Montréal. Bien bonjour. Proche du stade olympique. Oui, c'est vrai. Et alors, je vous ai entendu parler tous les deux pendant qu'on préparait l'équipement et le studio. Vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux, alors je n'interviendrai pas trop souvent. C'est la formule, c'est divergence A plus epsilon 0 mu 0 dv sur dt égale 0. Ça, c'est une condition qui permet de simplifier les équations de Maxwell et arriver à ce qu'il y ait la propagation d'une onde lumineuse à la vitesse de la lumière en ligne droite. Mais donc c'est un terme qui gêne dans les équations, et donc ça c'est ce qu'explique les articles de von Vlanderen. Voilà, le prénom c'est Keun von Vlanderen. Bon. Et j'ai compris, et la physique est incapable d'expliquer pourquoi la jauge de Lorentz. Et j'ai compris ce que ça signifie en fait. Là, donc j'ai compris déjà que ce que Tesla faisait avec ses bobines de Tesla, il allait finalement, il allait au-delà de la jauge de Lorentz, parce que finalement il avait un terme dv sur dt qui était gigantesque, et donc la jauge de Lorentz n'était plus respectée. Ah ouais, ok. Et c'est ça qui donne accès. Donc j'ai des vidéos là-dessus. Ma dernière vidéo doit être là-dessus, la 65. C'est ça qui donne accès à l'antigravité, parce que le terme DV. Le terme, en fait, quand on dit c'est égal à 0, c'est égal à 0 qu'en fait, quand on est à pression d'éther constante. Mais ce que faisait Tesla, avec un terme dv sur dt gigantesque, il n'était plus à pression d'éther constante. Et donc, finalement, et c'est comme ça qu'il crée ces ondes scalaires. Les ondes scalaires, c'est faire varier la pression d'éther.
Ok. Et donc déjà, il faut comprendre que cette jauge de Lorentz n'est pas toujours respectée. Donc ça, c'est ce que faisait Tesla. Et après, il faut comprendre la signification de cette formule. Ok. Et quand vous créez des ondes scalaires, vous injectez de l'énergie dans l'éther ou vous puisez de l'énergie dans l'éther. Ok. Puis ça, Et exemple, c'est Ouais. comme ça que marche donc la transmission d'électricité sans fil en ondes scalaires. Ben c'est ce que faisait Tesla, c'est qu'il injecte de l'électricité dans l'éther et il la récupère plus loin. Ouais, ben ouais, puis avec un effet de réflexion en plus avec la Terre là. Mais oui, Donc si je me rappelle bien. c'est Ouais. donc il injecte en fait il injecte des ondes de compression d'éther, mais qui se traduisent et c'est ce qu'il avait trouvé aussi et ce que Thomas Thomson Brown avait trouvé aussi, c'est que le Soleil et les étoiles font pareil et on arrive donc il y a des ondes de compression d'éther et on arrive à puiser de l'énergie avec ça, quoi. Mais Chris Sesson, il faut qu'on comprenne que je parle avec un public qui n'est pas spécialisé, pas plus que moi. Et dans le cas présent, j'ai demandé le renfort de mon Emmanuel, question de poser des questions qui sont plus pointues et essayer tous les deux d'être quand même à la portée de tous. On va essayer, oui, bien sûr. Vous parliez de Oui. Schwarzschild et puis tout ça. Monsieur Hassan, ce qui m'a vraiment renversé, c'est de voir à quel point Nikola Tesla était en avant de son temps, a été rejeté. C'est incroyable de se dire que des scientifiques comme Nikola Tesla, Albert Einstein, même ceux qui ont travaillé sur la physique quantique des débuts, étaient à côté de l'éther. Personne n'osait mettre le mot de l'éther dans ce qu'on appelle le vide. Mais ils ont remplacé ça par, semble-t-il, une théorie qui s'appelle la matière noire, l'énergie sombre. Et on sait que Newton, à son époque, il croyait à l'éther. Depuis les Grecs, on entendait parler de l'éther, qui est un peu de l'énergie ou quelque chose. Là, vous allez nous l'expliquer plus spécifiquement. Mais autour de nous, partout. Puis on pouvait se poser la question, comment est-ce que des photons pouvaient traverser l'infini vide, qu'on appellerait en français le néant? Le néant, ça veut dire une absence totale de néant, c'est rien. Mais le vide, comme on dit des fois, l'énergie du vide. Les vides, maintenant, on commence à être conscient que c'est plein. Alors, est-ce que je me trompe dans l'idée que l'éther, c'est le même éther dont vous parlez en tant que scientifique que les Grecs ou que Newton? Tout à fait. Et même donc déjà Descartes, effectivement, donc Descartes faisait déjà l'hypothèse que la matière était issue de l'éther ou était générée par un tourbillon d'éther et qui créait la matière. C'était une hypothèse donc émise par Descartes. Et après, Newton, lui, a imaginé que l'éther, eh bien, dans la matière, avait une pression plus faible que en dehors de la matière ou dans l'espace intersidéral. Et c'est ce que j'explique dans cet article. C'est que dans cet article, j'explique j'explique les travaux de Nikola Tesla et tout ce qu'il avait découvert autour de l'éther et qui était qui reste incompréhensible pour les physiciens d'aujourd'hui parce que on a été formaté depuis plus de 100 ans au fait que l'éther n'existe pas. Donc ça, c'est finalement, c'est venu, cette idée que l'éther n'existe pas, c'est la conséquence d'une expérience très très importante qui s'appelle l'expérience de Michelson et Morley, qui a eu lieu donc en 1887. Donc en fait, jusqu'en 1887, la physique admettait depuis l'Antiquité que l'éther existait. Il n'y avait aucune question là-dessus. Il y a quelque chose qui permet à la lumière de se transmettre dans l'espace. Donc c'était un fait établi et toute la physique était sur cette hypothèse et toute la théorie ondulatoire de Fresnel. Par exemple, c'est la théorie de la lumière s'appuie sur le fait que la lumière est une onde et une onde, se transmet dans quelque chose. Une onde ne se transmet pas dans le vide. Il n'y a pas de principe physique qui explique ça.
Et donc, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Et en 1887, c'est Michelson qui a voulu mesurer la vitesse, la vitesse de la Terre dans l'éther. Parce qu'ils se sont dit, la Terre tourne autour du Soleil, donc on doit être capable, on va chercher à mesurer, c'est quoi le vent d'éther, donc la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Donc ça partait d'un bon sentiment parce que ça paraissait, c'était tellement ancré dans les esprits que l'éther existe que ok, on va chercher à le mesurer. Et il avait essayé une première fois fin des années 1880 en Allemagne à Potsdam, et bon, il avait son appareil qui s'appelle l'interféromètre de Michelson, n'était pas assez sensible, c'était un petit appareil qui faisait 1 mètre de diamètre. Et il l'a perfectionné en le rendant plus sensible. Donc le principe, c'est d'envoyer un rayon lumineux. Le rayon lumineux va traverser une lame qui va séparer le rayon en deux. Le rayon va se séparer en deux avec 2 chemins à 90 degrés. Et puis après, avec des miroirs, on ramène les rayons lumineux et on les fait interférer pour créer des franges d'interférence, et ça permet de calculer des différences de vitesse. Bon, donc on va montrer, où le but était de vérifier que si le rayon lumineux prend 2 chemins différents à 90 degrés, si celui qui est face au vent, il va mettre plus de temps à revenir que le rayon lumineux qui est perpendiculaire au vent. Donc c'est ça, on trouve sur Wikipédia, c'est expliqué. Vous tapez expérience de Michelson et Morley, bon, c'est expliqué les calculs. Bon. Donc le but de cette expérience était de mesurer donc la différence de vitesse de la lumière quand la Terre tourne autour du Soleil, et ils espéraient trouver la 30 km/s qui est la vitesse de la Terre autour du Soleil. Et malheureusement, l'histoire retient que ils n'ont rien trouvé. L'expérience a échoué. Alors l'expérience n'a pas duré très longtemps, elle a duré que quelques jours. Et soi-disant, officiellement, ils n'auraient pas réussi, ils auraient mesuré 0. Bon, ça c'est ce que retient l'histoire. Et après, donc du coup, les physiciens de l'époque se sont grattés la tête pour construire du coup une théorie qui allait expliquer pourquoi on n'arrive pas à mesurer la vitesse du vent d'éther. Et donc parce que l'hypothèse de départ, c'était que l'éther est fixe et que la Terre avance dans l'éther. C'est ça. Donc on peut imaginer un peu comme dans une piscine, on serait la planète Terre dans l'eau. Puis quand elle se déplace, bien évidemment, automatiquement, l'eau vient frotter sur la Terre, et c'est ça qu'ils voulaient essayer de mesurer. Mais il ne faut pas oublier que le Soleil se déplace aussi dans l'éther, dans le cosmos. Tout à fait. Et la Terre tourne autour d'un Soleil qui, lui aussi, est en déplacement. Donc tout ça crée un vortex, là. On pouvait espérer, effectivement, si l'éther était vraiment fixe et qu'on tient compte de toutes les vitesses, à la fois de la Terre et du Soleil et même de la galaxie, bon, en théorie, on devait trouver quelque chose d'énorme. Mais en supposant, toute l'hypothèse est que l'éther est fixe, et la Terre donc se déplace dans cet éther fixe. Et c'est là que on verra par la suite. Donc c'est la théorie à laquelle j'aboutis, c'est que finalement l'éther accompagne la Terre ou accompagne la matière. Donc ça on y viendra plus tard. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mesurer cette vitesse, et que finalement c'est ce que disait Tesla. Nikola Tesla faisait une déclaration qui disait il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. Ouais. Alors moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Tesla? Qu'est-ce que c'est que ça? Il remet en cause E égale MC2, parce que finalement, ce qu'on apprend avec les théories d'Einstein, E égale MC2, donc on comprend que l'énergie, elle est dans la matière. Et que, comme dans la relativité d'Einstein, on suppose que le vide est vide. Donc finalement, pour Einstein, toute l'énergie est dans la matière. Il n'y a pas d'énergie en dehors. Donc ça, c'est E égale MC2. Mais Tesla, finalement, quand il dit ça, il l'a dit, alors il l'a dit assez tard, il l'a dit en 1937. C'est un discours qu'il a tenu. Il tenait des discours, dont vers la fin de sa vie, il a été reclus dans des hôtels à New York. Il s'était coupé du monde. Et il faisait un discours une fois par an à son anniversaire. Et ça, c'est le discours qu'il a donné à son 81e anniversaire, le 10 juillet 1937. Et c'est là qu'il a dit qu'il avait élaboré une théorie dynamique de la gravitation dans les années 1890. Donc
plus de 40 ans avant. Donc il dit ça, et il dit que sa deuxième plus grande découverte, c'est qu'il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. Alors moi, quand j'ai vu ça, je dis mais bon, qu'est-ce qu'il raconte? On comprend pas en fait. On comprend pas les travaux de Tesla parce qu'ils ne sont pas. Ce qu'on va voir, c'est que Tesla était justement sur la physique de l'éther. Donc on ne peut pas comprendre ce que raconte Tesla tant qu'on n'a pas compris ça. Même tous ces montages et ces brevets. Ces montages et ces brevets ne sont pas compréhensibles. Certains de ces brevets ne sont pas compréhensibles parce qu'on voit des montages électriques, bon, mais on comprend rien parce que c'est pas basé sur la physique qu'on connaît et sur les lois de l'électricité qu'on connaît. Donc c'est pour ça que tout le monde finalement dit non mais les brevets de Tesla, alors, disons, il y a certains brevets, tout ce qu'il avait fait sur les moteurs électriques, etc., donc jusque dans les années, sur tout ce qui est alternateur, etc., donc là, il était sur la physique classique. Mais quand il a fait cette découverte, en fait, c'est dans les années 1891-1892, qu'il a découvert comment interagir avec l'éther, à partir de là, c'est ça qui l'intéressait. C'était plus de faire des moteurs, des alternateurs. Ce qui l'intéressait le plus, c'était travailler à interagir avec l'éther. Et il a beaucoup travaillé sur ces bobines de Tesla. Pendant des années, il a fait des bobines de Tesla, mais on se dit, mais aujourd'hui, les bobines de Tesla, c'est un truc qui sert à rien. Ça ne sert pas. Oui. D'accord. Manu, on va donner la parole un petit peu à Manu. Non, et juste pour ajouter à ça, je trouve ça quand même drôle, parce que j'ai aucune connaissance, malheureusement, dans l'éther. Mais ce que j'ai développé, c'est avec les brevets de Tesla, justement. Puis j'ai développé un transfert d'électricité sans fil, justement avec les bobines de Tesla, et maintenant on l'a développé pour que ce soit encore plus petit et qu'on soit capable de transférer de l'électricité encore plus loin. Mais c'est ça, j'avais jamais pensé que ce serait basé sur la physique de l'éther, ce transfert d'électricité-là. Et j'ose apporter l'idée que Tesla transmettait l'électricité sans fil, mais par la terre. Pas l'éther, mais le ground. C'est en tant que... Ouais, je m'avais dit en tant que tel, c'est deux principes. Manu. Là, ça va être le temps de demander à un spécialiste qu'est-ce qu'il pense de tout ça. J'ai même reçu un ami de Arthur Matthews au Québec. Arthur Matthews recevait Nikola Tesla très souvent. On le sait qu'il y avait un chalet dans les Laurentides entre le lac Saint-Jean et la Tuque. Et il se passait des choses là avec même JP Morgan est allé là et d'autres grands noms de la finance internationale. Et j'ai rencontré Arthur Matthews pour mes émissions et on a parlé de la transmission d'électricité entre le lac Beauport derrière la ville de Québec vers la colline de l'Université Laval en plein cœur de la ville de Québec. Et effectivement, ils ont réussi à transmettre l'électricité sans fil, c'est-à-dire avec une tige rentrée dans le sol et une ampoule, et tout d'un coup, la lumière s'est allumée quand l'autre, puis au téléphone, il s'avertissait. Je te l'envoie. Tout d'un coup, excellent. La lumière s'allume. Écoutez, Chris, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est des fabulations? Moi, j'ai entendu des gens en témoigner, puis des gens à qui j'ai beaucoup confiance. Oui, bien sûr. Donc non, c'est pas du tout des fabulations, parce que donc Tesla, en fait, ce qu'il a découvert. Donc ça, c'est un article qu'il a sorti en décembre 1892. Il a déclaré dans cet article qu'il avait découvert des ondes qui n'étaient pas les ondes hertziennes, parce que Tesla cherchait à reproduire, il cherchait deux choses en fait dans les années début des années 1890, il cherchait à reproduire les expériences de Hertz de communication donc à distance à base d'ondes électromagnétiques. Et donc c'est Hertz le premier qui a réussi ça, et donc c'est avec les ondes que nous on appelle les ondes hertziennes et qui sont des ondes transverses. Bon, et c'est les ondes les plus connues aujourd'hui. Les ondes qui se déplacent comme des vagues sur l'eau. Alors ça fait les ondes alors j'ai des slides à la rigueur. C'est des ondes qui sont dans un plan perpendiculaire au sens de progression. Donc ces ondes-là, c'est le champ électrique et le champ magnétique oscillent dans le plan qui est perpendiculaire à la vitesse. Et c'est comme une vague sur l'eau en fait. Une vague sur l'eau, la vague elle monte. Mais la vitesse est comme ça. C'est contraire, c'est pas la même chose que le son, alors que le son, c'est une onde longitudinale. Une onde longitudinale, c'est des compressions, des ondes de compression qui vont dans le même sens que la vitesse. Donc c'est très différent. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre
dans l'air, il y a du son. Si on enlève l'air, il n'y a plus de son. Et s'il y a de l'éther, il y a de la lumière. Si on enlève l'éther, il n'y a plus de transmission de lumière. Bah, tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, la physique du XXe siècle n'explique pas comment la lumière, eh bien, peut se transmettre dans un vide qui est réellement vide, alors que c'est l'hypothèse de la science officielle qui est hallucinante. Qui est hallucinante. Une question. Et donc, alors, je finis quand même. Donc, et donc, ce que Tesla avait trouvé, c'est qu'effectivement, lui, c'est les montages qu'il avait mis en œuvre. Eh bien, il ne réalisait pas, il n'avait pas mis en œuvre des ondes hertziennes, mais il a mis en œuvre des ondes longitudinales, comme le son. Mais c'est pas dans l'air, c'est dans l'éther, ces ondes-là. Donc, elles portent mal leur nom parce qu'on appelle ça des ondes scalaires. Le vrai terme, ce sont des ondes longitudinales. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces ondes-là ne sont pas reconnues par la physique officielle. Parce que tout l'électromagnétisme s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie de l'électromagnétisme, qui a été mise au point par James Clerk Maxwell. Ça, Maxwell a sorti les équations de l'électromagnétisme dans les années 1860 par là, jusqu'en 1870, et puis elles ont été retravaillées par un Anglais qui s'appelle Heaviside et qui a simplifié les équations de Maxwell. Et la forme simplifiée des équations de Maxwell, c'est ça qu'on apprend aujourd'hui, mais cette forme simplifiée des équations de Maxwell ne permet pas de trouver les ondes longitudinales, donc les ondes scalaires, que Tesla avait trouvées, parce que finalement, la simplification a perdu cette solution. Question de même, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la compagnie Weezy Technology? Non, ça me dit rien, non? ça. Ok, c'est qu'eux autres utilisent les ondes longitudinales justement pour transférer à 1 km de distance l'électricité présentement. D'accord. Non, moi non, ok. C'est juste une question comme ça. Il y a des appareils aussi qui soignent, parce qu'il y a toute une médecine qui est basée sur ces ondes scalaires, et il y a des appareils faits par un Allemand qui s'appelle Constantin Meil, qui vend des appareils pour soigner le cancer ou pour soigner différentes maladies, et qui sont soi-disant basés sur ces ondes scalaires, mais qui officiellement ne sont pas reconnus par la science, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que maintenant il commence à y avoir des appareils qui utilisent ça. Et malgré tout, les physiciens, comme ils n'ont pas d'explication, ne veulent pas reconnaître leur existence. Tesla utilisait des champs électriques extrêmement intenses pour pouvoir produire des ondes scalaires qui, avait-il dit, ou découvrait qu'ils pouvaient agir sur la matière à distance. Alors c'est un petit peu comme une télékinésie, là. Il envoie un signal quelconque, puis pouf, l'objet se déplace. Il avait découvert ça, je pense. C'est en lisant votre article, là, Christensen. Oui. Je vous enlève les mots de la bouche parce que c'est déjà tout écrit dans vos articles. Oui. Et donc c'est ce que Tesla avait découvert. Donc, comme je disais, il avait deux idées en tête au début des années 1890. Oui. C'était à la fois reproduire les expériences de Hertz, et c'est là qu'il a découvert autre chose, donc les ondes scalaires. Et il voulait aussi faire des ampoules, parce qu'il avait remporté c'était le début de l'électrification aux États-Unis. Et c'est lui qui a remporté avec Westinghouse contre Edison l'électrification des États-Unis, et ça comprenait à la fois la centrale hydroélectrique au pied des chutes du Niagara avec les alternateurs à courant alternatif fait par Tesla. Il a inventé les lignes à haute tension, donc c'est le tronc sans perte qui justifie l'utilisation du courant alternatif. Et une fois que ce courant alternatif, c'était pour électrifier la ville de New York, après, il fallait éclairer la ville de New York. Et les ampoules à filaments n'étaient pas suffisamment résistantes en durée. Il faisait du bruit, il faisait... Alors lui, pour contourner le problème des filaments qui s'usaient trop vite, il a fait des ampoules à arc. Donc des ampoules sans filaments. Et il créait des arcs électriques avec de la haute tension. Sauf que ces arcs électriques faisaient du bruit.
Donc c'est là qu'il a eu l'idée d'augmenter la fréquence des arcs électriques pour aller au-delà des 10 kHz pour que l'oreille n'entende pas, parce que l'oreille n'est pas sensible au-delà de 10 kHz. Et c'est en faisant ça qu'il a découvert la combinaison de haute tension et de haute fréquence. Eh bien, il a mis en évidence qu'il interagissait avec l'éther. Donc dans le vide, en fait, ce qu'il a vu, c'est que il avait des ampoules avec du vide à l'intérieur, et il arrivait à faire vibrer, quand il approchait un aimant, l'éclair dans l'ampoule vibrait. Mais cet éclair vibrait, mais pendant plusieurs minutes. Et c'est là qu'il a compris qu'il y avait quelque chose dans le vide et quelque chose qui était rigide. Donc Tesla, après, a fait des conférences. Il a fait 3 conférences très importantes en 1891, 1892 et 1893. Alors, aux États-Unis, à Londres et en France. Et il expliquait que, pour lui, l'éther était à la fois était élastique et rigide. Donc c'est ce que disait Tesla. Et donc et après, donc toutes ces expériences, c'était pour étudier, explorer l'éther. Et c'est là qu'il voulait donc il travaille, qui voulait sans arrêt aller chercher des fréquences encore plus élevées et des tensions encore plus élevées. Et c'est pourquoi il travaillait sur les bobines de Tesla. Les bobines de Tesla, c'était pour interagir avec l'éther. Et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il ressentait une force. Il ressentait une force quand il y avait des éclairs et qui se mettaient derrière le point d'impact. Il ressentait la force, une force de poussée. Et qui traversait même les isolants. Donc il essayait de protéger avec des matériaux isolants, avec des matériaux conducteurs, faire de cages de Faraday. Malgré tout, cette force de poussée traversait toujours les protections qu'il mettait. Et c'est là qu'il a compris que cette force était peut-être de même nature que la gravitation. Ok. C'est quand même drôle parce qu'à chaque semaine, je travaille avec de ça. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est quand même cocasse parce que, parce que justement, je fais des tests aussi avec les cages de Faraday, voir comment ça interagit aussi avec les champs électriques et autres, comment je peux faire pour les traverser aussi. Mais c'est bon, ça me permet peut-être de comprendre 2-3 affaires de plus. Merci. Et alors, toute la question était donc, où est-ce que dans la physique, comment on accède à ces ondes scalaires dans les équations de l'électromagnétisme, comment on les retrouve? Et donc ça, c'est grâce à un article d'un physicien hollandais que j'ai trouvé il y a 2-3 ans, qui finalement a gardé a expliqué comment on retrouve les ondes scalaires dans les équations de Maxwell, dans les équations de l'électromagnétisme. Ah oui. C'est quoi le nom de cette personne-là? Il s'appelle Von Vlanderen. Alors le prénom, là j'ai un trou de mémoire, je suis pris de... Est-ce que c'est dans votre article, Chris? Pas dans cet article, non, c'est pas dans cet article-là, j'en parle pas là. Von Vlanderen, son prénom, là j'ai un trou de mémoire. Mais vous avez beaucoup de vidéos sur Internet et je pense qu'on pourrait suggérer aussi au public d'aller retrouver vos vidéos. Vous avez été censuré par YouTube il y a peu de temps. C'est intriguant, c'est désolant. Dites-moi donc, d'après vous, quelle est la raison pour laquelle vous auriez été censuré par YouTube? Vous n'êtes pas en politique, vous n'êtes pas dans les domaines de controverse de la pandémie et tout ça, là? À l'époque, ma chaîne YouTube précédente, je parlais à la fois de physique, mais aussi de ce qui se passait aux États-Unis, de politique américaine, d'élections, etc., et de l'actualité. Et donc, je donnais des informations qui n'ont pas été appréciées par YouTube. Ouais, ben là. Ah non, ça c'est sûr que c'est touché. Mais vous êtes rusé parce que vous êtes revenu avec un autre nom et vous êtes encore sur YouTube. Oui. Et vos anciens articles vos vidéos qui étaient sur YouTube sont tous rendus chez Odyssée. Tout à fait, oui. Heureusement, j'avais eu le nez fin où j'avais senti le vent tourner et je m'étais dit il faut que je fasse une sauvegarde sur Odyssée. Donc mon ancienne chaîne est sauvegardée sur Odyssée. Vous cherchez Chris Esson 2.6. Alors, je sais pas pourquoi il faut mettre 2.6, mais vous savez, vous seriez autant controversé dans le domaine très scientifique de pointe
dont vous faites allusion à partir des travaux de Nikola Tesla que des controverses que vous pouvez soulever par vos opinions politiques ou sociologiques, ou etc. Mais on est dans un temps où les choses sont en train de changer. Et là, j'aimerais vous faire parler sur un dossier qui me touche de très près depuis le début de mes émissions en 1976. Et j'avais reçu Andrea Puaric, j'avais reçu 2 autres invités, des spécialistes américains, sur mon émission qui nous parlaient en table ronde de Nikola Tesla en 1977. Presque personne ne savait de qui on parlait quand on parlait de Nikola Tesla. C'est vraiment incroyable, là. Et on parlait que Nikola Tesla avait fait une démonstration, figurez-vous, dans un endroit devant, pas un public, mais des spécialistes, d'une espèce d'appareil qui a soulevé dans les airs et qui téléguidait d'une certaine façon, sans hélice. Alors, on voit déjà le prototype d'un ovni, d'une soucoupe volante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Chris? Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Donc ça, c'est un article très important. Quand vous coupez, là, je fais ça comme ça, est-ce que vous voyez? Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être couper. Moi, je vais... Ah oui, non. Non, là, c'est bien, là, ça va bien. Alors, vous commenciez à parler du phénomène soucoupe volante. Oui, je disais que Nikola Tesla a sorti un article, en fait, c'est dans le New Herald du 15 octobre 1911. Donc ça, c'est 2 ans après la traversée de la Manche par Blériot. Donc on est vraiment au tout début de l'aviation. Et là, il sort un article comme quoi il va faire un engin volant extraordinaire qui peut rester stationnaire dans l'air, qui n'a pas d'hélice, qui n'est pas un aéroplane, sur lequel il a travaillé, qui occupe ses pensées depuis plus de 20 ans. Et il explique que pour faire voler cet engin, il a besoin de transférer l'électricité vers cet engin, parce qu'apparemment, il faut quand même énormément d'électricité. Et donc, il n'avait pas encore trouvé le moyen de générer autant d'électricité dans l'engin. Et donc, c'est de là que vient son besoin de transférer l'énergie sans fil vers son engin volant. Question de même, je donc, il dit qu'il l'avait. Alors, dans l'article, il dit qu'il l'a pas encore réalisé, mais que bon, c'est ce qu'il souhaite faire. Oui, alors j'avais des scientifiques autour de la table qui disaient que ça s'était réalisé. Et c'était époustouflant pour les gens. Ils pensaient qu'il y avait de la magie dans ça, puis que c'était un prestidigitateur quelconque, là. Est-ce qu'il volait à partir d'une base d'un champ ionique, d'un vent ionique pour être plus juste? Est-ce que... Bah là, pour moi, pour moi, c'était plutôt, c'est là qu'il montre qu'il avait découvert l'antigravité. C'est plus, c'est parce que c'est, en fait, il avait trouvé donc l'antigravité en 1892, par là 1893. Il faisait régulièrement la comparaison aussi avec une force de poussée quand un objet est frappé par un éclair. Donc, il disait que un éclair pouvait déplacer des objets métalliques sur des très très grandes distances. Donc, pour lui, il y avait donc il avait compris ça. Et alors, c'est tous les travaux aussi d'un autre scientifique qui s'appelle Thomas Thomson Brown. Qui lui c'est un Américain, un ingénieur américain qui a travaillé sur ces phénomènes des années 1929 jusqu'en 1960 et qui avait un peu redécouvert ce que Tesla avait découvert, mais après Tesla en fait. Et Thomas Thomson Brown a eu beaucoup de problèmes. Il travaillait lui aussi pour l'armée, mais il avait des pressions. Là, il faisait ses recherches en parallèle et il avait de très très fortes pressions pour ne pas continuer ces travaux-là. Et d'après vos propos vous-même, il y aurait déjà des scientifiques sur Terre qui travaillent dans des laboratoires occultes, etc., ou pour l'armée ou tout ça, et qui sont au fait des choses. Et ça va éclater au grand jour de façon spectaculaire, théâtrale. Mais dans les universités, on enseigne encore la physique standard.
Mhm. Ah oui, c'est tout le problème, oui, 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 c'est tout le problème. Ben, sincèrement, avant que l'éducation change, on n'a même pas encore modifié la façon d'éduquer. C'est que, avant qu'on change aussi le contenu, ça va prendre du temps, là. Ben, apparemment, il y aurait quand même, il y a une volonté de masquer un certain nombre de choses au grand public. Le phénomène OVNI, ben, c'est totalement masqué et reconnaître l'existence de l'éther, ça donnerait accès à des sources d'énergie et ça remet en cause finalement ben, le besoin de pétrole, de nucléaire et donc il y a des intérêts financiers en jeu qui sont énormes si on dit bah, Nikola Tesla avait raison et il est possible de puiser de l'énergie du vide. Et c'est ce que font les ovnis. Les ovnis, les générateurs internes des ovnis, eh ben, ils marchent pas au gazole, hein. J'aurai tout un autre pan d'approche avec Chris Esson si vous êtes ouvert à entrer dans un monde qui est plus métaphysique, qui est songé sur un niveau plus, je dirais pas spirituel, mais qui implique pas des formules mathématiques, qui implique des considérations qui viennent d'un personnage qui a eu ses entrées dans des milieux américains de haut niveau. J'ai eu à accompagner des gens même en avion à New York, etc., où il devait y avoir des rencontres qui ne me concernaient pas réellement, c'était pas dans mes moyens, là. Mais juste vous donner deux phrases. Comme j'ai donné vos phrases à Jean-Pierre Petit à l'émission où j'ai eu Jean-Pierre Petit, là, ce que vous aviez écrit dans le Top Secret, en disant que Oui. vous vous souvenez, hein, il y avait les deux découvertes qu'il avait faites et la raison pour laquelle il était revenu aux États-Unis, c'était de faire comprendre et entre autres revenir avec l'éther. Bon. Et Jean-Pierre, il a écouté, péniblement, mais il a écouté. Et quand je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce que serait l'éther? Et ça ressemble à ceci. Vous reconnaissez ce visage-là, j'imagine? Oui, Tesla, oui. Bon, Nikola Tesla. Oui. J'aimerais vous lire un petit passage important pour vous demander un commentaire. Toute littérature sur ce sujet est futile et destinée à l'oubli. Ainsi sont toutes les tentatives d'expliquer le fonctionnement de l'univers sans reconnaître l'existence de l'éther et l'indispensable fonction qu'il joue dans ce phénomène. C'était surtout là où je voulais en venir. L'éther. Alors, il dit ça sur la fin de sa vie. Oui. Il dit sur la fin de sa vie, en disant, je vais révéler quelque chose. Alors, il ne l'a pas révélé. Et ça n'était pas Je sais que les anciens croyaient à l'éther, Newton même. Oui, mais vous savez, en ce moment, nous avons une révolution sur la structure de l'espace qui est extraordinaire, qui est apparue en 2017. En 2017, vous avez 4 scientifiques, la française Hélène Courtois, le français Daniel Pomarède, le canadien Brian Tully, que j'ai bien connu dans le temps, et l'israélien Yehuda Hoffman. Et ils ont fait une cartographie à très grande échelle de l'univers. Dans cette cartographie, vous avez le mouvement des objets, vous avez un objet qui s'appelle le grand attracteur, et de l'autre côté, vous avez un objet dont on parle moins, qui est le Great Repeller. Et ça, c'est une découverte extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Vous pourrez lire dans leurs écrits que notre galaxie se déplace à 631 km par seconde. Elle se déplace par rapport à quoi? Alors, on pourrait dire par rapport au cosmic background. Mais ce travail-là, les gens n'ont pas encore perçu la puissance de cette idée. C'est que c'est l'idée de Ernst Mach. Ernst Mach, vous savez, c'est celui qui a inventé le nombre de Mach en mécanique des fluides. C'est un Allemand. Bon. Et Ernst Mach, eh bien, il a pris le contre-pied par rapport à Newton. L'idée de Mach, c'est simplement l'espace est lié à la matière. C'est très fort, une chose comme ça. Autrement dit, il n'y a pas d'espace-temps absolu. Il n'y a même pas d'éther. Il y a seulement la matière. L'espace est lié à la matière. Et ça, c'est une idée qui apparaît à travers ça. Oui, c'est très compliqué, une chose comme ça. C'est très compliqué, mais par exemple, quand vous avez une étoile à neutrons,
qui est très très dense, eh bien, quand vous regardez les équations mathématiques, elle entraîne l'espace avec elle. Il y a un mot pour dire ça, c'est le frame dragging. Elle L'entraînement entraîne l'espace, mais c'est elle- le vide ou c'est pas le vide? il n'y a Ce qu'elle pas de vide. entraîne, c'est qu'il y a quelque chose dans ce vide-là autour d'elle. Mais non, Glenn, le vide n'existe pas. Mais Le non, vide, c'est ça. C'est pour ça que je reviens avec l'éther. Le vide n'existe pas, il est plein d'éther. Et il y a de plus en plus de concentration qui devient de la matière solide ou qui reste très, très, très diffus, très subtil. par exemple, qu'est-ce qu'on appelle le vide le plus intense? Oui. Un endroit entre des galaxies où il n'y a rien. Bon, à ce moment-là, on va dire il y Oui, a. mais les photons passent là. Ben, Il faut qu'il y ait un support pour qu'il y ait je veux une dire la chose circulation. suivante. Moi, j'aime bien les artistes et sculpteurs qui aiment bien fabriquer des objets comme ça, conceptuels, qui permettent d'expliquer des choses. Bon, alors à ce moment-là, s'il y avait un sculpteur qui se manifeste, je dirais, écoutez, voilà, je vous propose l'expérience suivante. On va prendre un cube de 50 cm de côté, soit en polystyrène, soit en mousse, etc. Ensuite, vous allez prendre des tiges d'acier bien rigides, très fines, et vous allez commencer par les mettre dedans. Et vous en mettez 1, 2, 3, 4500, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus de polystyrène. Il n'y a plus que des tiges. Eh bien, ces tiges, ce sont les photons. Et l'espace, c'est fait avec des photons. Et les photons, c'est une forme de matière, ce sont des objets. Il n'y a pas de vide. Le vide, c'est fait avec des objets. Et ce qu'on appelle le vide, c'est un espace dans lequel il n'y a plus que les photons. Voilà. J'ai répondu à la question. Exactement. J'adore ça. Mais c'est rempli de photons. Mais pas un photon lumineux corpusculaire. Il a osé aller jusque-là. Êtes-vous toujours là? Oui, oui, je vous écoute. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que c'est de l'espace? Qu'est-ce que c'est du temps? Qu'est-ce que c'est la gravité? On va me répondre en relation avec les données que l'on a au niveau de l'expérience humaine. Mais le temps dans le cosmos, c'est pas la même chose. Et l'espace dans le cosmos, c'est pas la même chose. L'espace, cosmiquement, c'est un engendrement instantané de la vie. L'espace, c'est une limite imposée par la vie pour contenir la forme. Le temps dans le cosmos, c'est une réorganisation aussi instantanée de la matière supramentale à travers les différentes vibrations lumineuses. C'est pour ça que dans la science extraterrestre, on se sert du temps pour voyager. On se sert de l'énergie de la lumière à l'intérieur du temps pour créer les formes nécessaires au déplacement, et on se sert de l'espace pour matérialiser la forme. On se sert de l'espace. Pour limiter Mais oui, cette forme. mais oui. Parce que si on ne limite pas la forme, à ce moment-là, il y a le conflit entre l'invisibilité et la matière, et ce serait absolument impossible à ces êtres-là de venir sur le planète. Lorsqu'on parle de la quatrième dimension, est-ce que c'est en référence avec ce que vous nous dites? La quatrième dimension, c'est une intuition intellectuelle humaine qui permet à l'homme de réaliser qu'il y a quelque chose d'autre en dehors des trois dimensions de l'espace. La quatrième dimension, elle est valable en tant que concept et elle existe en tant que réalité, mais elle n'est pas compréhensible au niveau humain parce que l'homme pense. Pour comprendre la quatrième dimension, qui est d'ailleurs directement liée à l'infinité, il faut être dans un état de réception vibratoire au niveau du cerveau, de telle sorte que le cerveau sert à ce moment-là à véhiculer l'énergie nécessaire pour comprendre les relations qui existent dans cette dimension entre la conscience pure et la créativité qui doit prendre place. Ça veut peut-être rien dire. En métaphysique, puis dans certains milieux, c'est très cohérent aussi. Ça a une valeur où moi, j'essaie, par tous les moyens possibles, de rallier à la fois ce qu'on appellerait la spiritualité et la physique, la science. Science et spiritualité, c'est complémentaire l'un de l'autre. Et évidemment, on parle de notions qui sont immatérielles,
alors que la science s'occupe surtout du matériel. Ce que d'autres diront le phénoménal, alors que l'autre s'occupe plus du nouménal. On parle des corps éthériques, des défunts. Quand quelqu'un meurt, son esprit demeure. Sa mémoire est accumulée. On a joué avec les trous noirs dans l'espace qui faisaient que la matière qui entre dans le trou noir se désagrège. Tout ce qui demeure, c'est l'information, les datas. Mais cette idée rejoint l'autre idée de le karma qui permet d'accumuler des informations dans ses expériences de vie. Mais les accumuler où? Dans un espace immatériel qui accumule l'information. Amène-moi de l'information. Va vivre, va faire des expériences. On veut savoir. On va absorber. Et j'ai reçu Frank Attem. Bon. Il dit il n'y a qu'un principe dans tout l'univers qui s'appelle le magnétisme. Et c'est ce que dans l'ésotérisme on appelle l'amour. Et l'amour qui réunit la conscience qui fait que, oui, la conscience qui entre dans les choses parce qu'elle est partie d'une source. Et le retour à la source, qu'on appelle l'amour, qui est aussi le centre magnétique j'allais dire, de gravitation. Dans un sens, c'est que l'univers est uni vers quelque chose. Et il y a plusieurs univers dans l'univers, pas pour rien qu'on met un S à l'univers. Là, on est dans des considérations métaphysiques complètement aberrantes. Pour un scientifique, je trouve rarement quelqu'un qui me dit on va en discuter. Ah, mais je suis très ouvert à tout ça. Hein. J'ai des. Oui. Ben, ce sera notre prochaine rencontre. Oui, j'ai même quelqu'un dans ma famille qui est magnétiseur, une cousine qui est magnétiseuse, etc. Donc il est très branché sur tous ces phénomènes et l'énergie, etc. Ah oui. Donc je suis assez ouvert à tout ça, oui. Emmanuel Ransford, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pardon? Emmanuel Ransford, physicien. Non. Non. Il demeure à Paris, un peu à l'ouest, et il a publié plusieurs livres. Et je l'ai reçu il y a une dizaine d'années, et je viens de le retrouver. On a fait encore 2 heures ensemble. Et un de ses fils est justement, il utilise, comme vous dites, magnétiseur. Nikola Tesla a travaillé beaucoup avec l'ultraviolet. Oui, pour créer de l'ozone, oui. L'ozone. En disant même que beaucoup de façons d'en créer. Il pouvait aller chercher de la vitamine D, faire développer de la vitamine D dans les organismes. Oui. Avec l'ozone. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, moi, dans la manière dont j'ai trouvé tout ça, il y a quand même énormément de synchronicité et des coups de chance extraordinaires, etc. Donc je suis convaincu que j'ai une bonne étoile qui m'aide à trouver tout ça, quoi. Ça ne pouvait pas se trouver naturellement aussi. Finalement, c'est ce que cherchent les physiciens depuis un certain temps. Pourquoi moi j'ai trouvé ça? J'ai quand même à chaque fois, oui, ça a été des coups de chance incroyables qui m'ont guidé et qui m'ont amené sur la bonne voie, quoi. Donc ce n'est pas que, mais voilà, je suis tombé sur les bonnes informations au bon moment à chaque fois. N'oubliez pas que Tesla a avoué à plusieurs reprises dans sa vie qu'il était en contact avec, lui disait, des Vénusiens, des extraterrestres. Arthur Matthews, j'ai été chez Arthur Matthews pour l'interviewer et il avait une boîte de cigares en bois très très fin comme du balsa, à l'intérieur de laquelle il y avait comme des cristaux et on entendait des voix qui parlaient, mais j'ai jamais reconnu la langue qui était utilisée. C'était ni de l'allemand, ni du français, ni de l'hébreu, ni de l'anglais, ni rien. Il a été très choqué que en allant aux toilettes, je suis en contact avec cet objet-là. Il me dit, touchez pas à ça. Puis là, il parle en anglais, mais il était pas content. Et il avait créé un tube Arthur Matthews à Lac-Beauport, à côté de la ville de Québec. Il est décédé, ça fait longtemps maintenant. Mais je suis le seul au monde qui a une vidéo d'entretien, de vidéo avec Arthur Matthews. D'accord. Et donc, on entre, vous avez parlé tantôt de Stephen Greer,
de Disclosure Project, vous y avez fait allusion. J'ai trouvé ça génial parce que vous faites vraiment le lien entre tout ça. Eh mon Dieu, il y en a beaucoup de scientifiques qui sont arrêtés juste à leur univers, leur petit monde, leur petite façon de faire. Et c'est ça que ça prend. Ça nous prend des gens qui ont une ouverture d'esprit pour faire avancer l'ensemble de tout ça. Ben, c'est ça qui m'a guidé. Moi, j'étais tombé sur cette conférence du Disclosure Project et je me suis dit, mais je veux comprendre comment ça marche. Donc, une fois qu'on est convaincu que ces phénomènes existent et qu'on est visité, eh bien, j'ai voulu, c'est ça qui m'a guidé, c'est comprendre la technologie ou comprendre les lois physiques. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis venu à étudier Nikola Tesla et à redécouvrir ces théories. Oui, il y a des éléments là-dedans qui sont un peu aberrants. J'ai reçu Michael Salla à quelques reprises sur mon émission, puis on parlait pas des hybrides, des hybrides. Vous avez chez vous Daniel Haran, qui a publié un livre, comment ça s'appelle, Geneviève, le titre? La plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité. C'est comment est-ce qu'on appelle ça, un maître de conférence en France. Il est maintenant à la retraite depuis une dizaine d'années. Il s'est lancé à faire quelques livres sur le phénomène extraterrestre et au lieu de les appeler des hybrides, il appelle des hybrides, c'est-à-dire des mix entre des races extraterrestres et des humains. Puis il y a aussi les autres qui disent des reptiliens, des mentes religieuses gigantesques, etc. Je ne vois pas comment, avec leur pince, ils auraient pu être capables de fabriquer un ovni, à moins que ce soit dans l'énergie, qu'ils vont chercher tout ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de doigts comme nous, on travaille dans la matière avec des doigts. Ça va être à suivre. Tout à fait, oui. On attend des informations. Oui, on espère que les Américains vont divulguer des choses, mais on ne sait pas si ça sortira vraiment. On dit que cette année, au mois de juin, Jacques Vallée sort un livre, le célèbre Jacques Vallée, avec Paola Harris, tous les deux, un collectif, où le livre va sortir là au mois de juin. C'était Trump qui avait déclaré qu'au mois de juin, il y avait un conseil d'études sur le phénomène OVNI qui devait faire son rapport en juin 2021. Tout à fait. On a un des anciens responsables des mises en orbite des satellites israéliens qui a déclaré que oui, nous sommes en rapport avec ces êtres extraterrestres depuis longtemps. Une autorité de l'armée israélienne qui est maintenant à la retraite. Il vient de faire cette déclaration il y a moins de 6 mois. Oui, tout à fait. C'était en décembre, je crois, qu'il avait déclaré ça. Qu'il avait confirmé, en gros, certaines des informations que donne Michael Salla dans ses livres. Oui. Alors, merci tous les deux. C'est un au revoir, sans aucun doute. On aura encore des choses à se dire dans les prochaines années qui vont être effervescentes à toutes sortes de niveaux. Alors, je me retourne vers mon public pour vous dire... Vous avez apprécié? Ben oui, c'est ça. De l'ésotérisme, c'est ce qui s'adresse qu'à des initiés. On est expérimental parce qu'on essaie de transmettre des connaissances réservées qu'à des initiés à la plus grande quantité de gens possible. Et de la part de Chris Hesson aussi, il a un site, allez le consulter, vous allez voir des vidéos, il y en a beaucoup, et comme il nous a révélé durant l'émission, il nous a avoué qu'à mesure qu'il fait des découvertes, tout de suite, il met ça public. Alors, on va en profiter, hein? Vous avez vu son ouverture d'esprit, il touche à tout l'intéresse. Et c'est comme ça qu'on continue à faire notre démarche ensemble. Vous allez voir tantôt une prise de vue qui nous montre Montréal très, très, très loin. Imaginez si entre Montréal et le Mont-Saint-Hilaire, où je demeure à 40 km, il y aurait une transmission d'électricité en enlevant tous les fils, tous les pylônes, tous les poteaux de fils qui dénaturent le paysage. Ça serait pas formidable, hein? Ben, c'était possible et ça sera peut-être une réalité dans les années qui viennent. Peut-être grâce à mon Emmanuel. Il travaille là-dessus. Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Et Geneviève peut lancer maintenant le générique.
Le Vidéorandia du samedi soir vous parvient, comme à l'habitude, de Mont-Saint-Hilaire. Ici, nous sommes dans le quartier huppé, versant ouest de la montagne. Pour la version en première, c'était samedi le 22 mai 2021 pour le Vidéorandia numéro 21. On voit à l'horizon les lumières du pont Samuel de Champlain, le poteau d'électricité qui masque un peu la beauté du paysage. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Notre invité, M. Chris Esson, ingénieur, qui nous accorde plus d'1 heure encore pour les abonnés du club créé du mois de mai sur le thème « L'éther ». Il nous apporte plus d'informations très pointues qui s'adressent qu'à des spécialistes. Bonne écoute. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, dont le lien est ici disponible en bas du vidéo de YouTube. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale, conception du nouveau site du club créé, François Deschamps. Dans le club créé du mois de mai, justement, on retrouvera d'ici la fin du mois ces 4 vidéos supplémentaires aux Vidéorandia des samedis soirs. Au mois d'avril sont déjà disponibles, entre autres, les 4 physiciens spécialistes en physique quantique et même un théologien. Prenez bonne note des adresses qui sont ici mentionnées, surtout celle du club créé, orandia.ca. Merci de placer un pouce par en haut. C'est toujours très apprécié de la part de toute l'équipe. Et regardez la suggestion qu'on vous propose. À bientôt.